Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 55 de Boruto. Et j'ai pris mon temps pour faire cette review parce que pour moi il y avait vraiment énormément de choses à dire. Et j'avais envie de faire une review où je vais essayer un minimum de structurer parce que j'ai le cerveau qui part en fusion, j'ai trop de trucs à dire. Et d'ailleurs je l'ai dit sur Twitter, merci à ceux qui me suivent sur Twitter, ça fait vraiment plaisir. Et on vient de passer le cap des 3000 abonnés, merci à tous. Donc dans cette review, comme je l'ai dit, je vais essayer de structurer. On va parler de Sasuke et de l'entraînement avec Boruto. Il y a d'un côté les préparatifs de l'examen avec les différentes équipes et notamment l'équipe de Suna qui est très intéressante, et d'un autre côté encore il y a les Otsutsuki et leur versus Killer Bee. Donc Sasuke en fait a été voir Konohamaru pour lui dire qu'il prenait Boruto en tant que disciple, donc il prenait l'aspirant de Konohamaru, et Konohamaru l'a parfaitement compris parce qu'il sait que Boruto a de l'admiration envers Sasuke et que peut-être que Sasuke enlèvera à Boruto cette indignation qu'il a, c'est le terme qu'il a donné, en gros que Boruto se sent sous-estimé par Naruto. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, parce qu'en fait Sasuke a fait un petit regard où en fait il s'est senti, et comme si qu'il comprenait Boruto dans le sens où Sasuke, étant petit, se sentait lui-même sous-estimé par son père. Son père le comparait sans cesse à Itachi, et du coup Sasuke comprend un peu Boruto, le fait qu'il se sente sous-estimé d'une certaine manière. Également d'un autre côté, Sasuke du coup remercie à son tour Konohamaru du fait qu'il s'occupe de Sarada et lui dit « Tu es un bon chef pour Sarada et je t'en remercie ». Tout simplement, et je trouve que c'est bien fait parce que c'est sobre, et connaissant Sasuke dans le comportement qu'il a habituellement, je trouve que c'est bien fait, c'est simple et c'est sobre, et ça colle parfaitement avec le personnage de Sasuke. Également, je ne l'ai pas dit en début de review, mais je trouve que l'anime est même supérieur au film, parce qu'il y a plein de petites choses qui ont été rajoutées, d'ailleurs comme par exemple ça, la scène que je viens de vous expliquer avec Sasuke et Konohamaru, qui ont été rajoutées par rapport au manga et également par rapport au film. Et je trouve que l'animation à l'heure actuelle est au-dessus du manga et même au-dessus du film. Et donc on reparlera de tout ça un petit peu plus tard, vous verrez qu'il y a une différence assez flagrante, notamment au niveau de Gaara et Suna juste après, et voilà, la différence est vraiment flagrante, et d'ailleurs je vais même enchaîner là-dessus. D'un autre côté, il y a les préparatifs avec les différentes équipes qui, justement de leur côté, font leur petit truc, ils veulent se présenter, ils sont motivés, ils s'entraînent chacun de leur côté. Sarada a vu les progrès de Boruto, et du coup ça la rebooste un petit peu à la manière justement d'un Sasuke Naruto qui voyait les progressions de l'autre et du coup qui veulent s'améliorer. Donc Sarada a décidé d'aller de nouveau s'entraîner et de s'améliorer également. On voit que les différentes équipes se présentent, etc. Et il y a une équipe notamment sur laquelle je vais m'arrêter, c'est l'équipe d'Ino Chikacho qui s'entraîne avec Temari. D'ailleurs, je trouve que Temari, encore une fois, est mieux dessiné qu'au tout début de Boruto. Ou du moins, ce n'est qu'on a mon avis. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire à chaque fois votre avis par rapport à tout ce que j'aborde dans la vidéo. Mais je trouve que Temari est mieux dessiné qu'avant. Et durant l'entraînement, en fait, elle voit que ils ont encore beaucoup à travailler par rapport à leur stratégie, leur manière d'entamer le combat. Et direct, elle leur dit « Ouais, vous ferez pas le poids contre Suna. Gaara, son fils adoptif », donc on apprend que Gaara a un fils adoptif nommé Shinki, qu'on voit un petit peu plus loin, je parlerai de lui juste après, et apparemment il a un chakra inouï. Donc en gros ça met un peu la pression en disant voilà, l'équipe de Suna va être assez forte, assez élevée. Derrière, Shinki lui a une espèce de robe, et la robe qu'il a c'est de la limaille de fer. Donc la limaille de fer concrètement, vous prenez une barre de fer, vous la limez, et la poudre de fer qui s'en va, c'est ça la limaille de fer. La limaille de fer, on avait déjà eu un adversaire qui avait utilisé la limaille de fer, c'était Sasori dans Naruto Shippuden que Sakura avait combattu, et il avait une de ses marionnettes qui était un des Kazekage qui possédait ce chakra, qui possédait ce pouvoir, celui de maîtriser la limaille de fer. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que Shinki est un de ses descendants? C'est possible, et dans tous les cas, c'est bien que Gaara s'occupe de lui, et à mon avis, ça va être un adversaire très puissant. Il est plutôt stylé en termes de design, j'en ai pas parlé, mais il est plutôt stylé. Il est d'ailleurs très apprécié dans la communauté Boruto, Naruto je dirais. Il est très apprécié dans le sens où il est vraiment badass avec sa robe là de limaille de fer, ça fait vraiment classe. Personnellement c'est un personnage que j'ai hâte de voir en action, et en tout cas il a l'air sûr de lui. Il dit à son père, il dit clairement à son père t'inquiète pas papa, en gros c'est gagné, ça sera pas un problème d'arriver en finale et d'avoir la victoire. Et Gaara lui dit c'est pas à moi qu'il faut que tu dises ça, c'est plus à tes rivaux que tu vas avoir sur le terrain quand tu seras pendant l'examen. Du coup, voilà, il est sûr de lui le gamin, donc on verra bien. Et même son équipe, là, la meuf, elle est pareille, elle a l'air assez intéressante là. Et le mec à côté avec son masque, à mon avis, lui, il paraît chelou, mais je pense qu'il est plus fort qu'il ne paraît. Mais bref, on verra cette équipe-là en action, j'ai hâte de les voir, n'hésitez pas à me dire si vous avez hâte de les voir également. Pour finir avec Gaara, justement, Gaara a senti qu'il y avait eu un lien de perdu, enfin, Shukaku a été vers Gaara, et c'est ça même qui est intéressant, pardon, c'est que Shukaku a été vers Gaara, donc on voit qu'ils ont toujours un lien, ils arrivent toujours à rentrer en contact, et Shukaku
va vers Gaara en lui disant qu'il a perdu le lien qu'il avait avec Hashibi, mais qu'il a toujours le lien avec les autres démons, et donc du coup avec les autres bijoux, mais qu'il a perdu le contact avec Hashibi, ce qui incite du coup Gaara à dire aux autres de partir devant. Et là c'est une différence par rapport au manga et par rapport au film. Dans le manga, Gaara montait dans le train avec l'équipe et allait en direction de l'examen. En gros, il ne les laissait pas partir devant. Donc là, il y a une différence véritablement avec le manga, et dans le film, on voyait pas du tout cette scène. Donc c'est un rajout qui a été fait, et en plus de ça, c'est différent du manga, mais je pense que cette différence est liée notamment à l'arrivée du troisième Otsutsuki, qui vient perturber complètement le scénario qu'ils avaient construit durant Boruto The Movie et durant le manga, puisque dans le manga, Urachiki n'existait pas. Donc tout ce que l'on voit avec Urachiki, déjà c'est du plus. Et là, du coup, le fait que Gaara ne monte pas dans le train, ça paraît être un détail, mais en fait, c'est extrêmement important. Là, j'ai abordé vraiment tous les trucs avec les différentes équipes, etc. Je vais terminer avec Boruto et son entraînement, parce que Boruto, durant son entraînement avec Sasuke, on l'a vu autour d'un feu où Boruto demande à Sasuke les points faibles de Naruto. Et en gros, Sasuke lui explique que voilà, c'était un raté, il braillait tout le temps qu'il voulait devenir Hokage, etc. Tout ça, on l'avait déjà vu, on le sait. Maintenant, ce rappel, il n'est pas pour nous. En fait, ce rappel, il est plus pour Boruto. Pour nous faire comprendre que Boruto ne comprend toujours pas là où vont en venir Sasuke. Parce qu'il veut régler, en fait, à la fois le problème qu'il y a entre Boruto et Naruto. Donc, en gros, il veut faire comprendre à Boruto que Naruto est quelqu'un de noble, quelqu'un qui a des valeurs, et il ne faut pas qu'il cherche à savoir qui il était avant, mais plutôt qui il est maintenant. Voilà, donc cette petite phase, et je trouve, a été mieux faite dans Boruto The Movie pour le coup. Et d'ailleurs, il y a 2 ou 3 bémols dans l'épisode, dont celui-ci, et un deuxième que je reviendrai plus tard, qui est plus important pour moi. Mais je trouve que dans le film, c'était mieux fait, la manière, la conversation qu'ils ont eue. Mais là, c'était concis, ils ont essayé de couper pour, je pense, garder de la place pour autre chose derrière. Et donc voilà, le message est passé à travers Boruto, et on voit que Boruto, lui, il a testé le gant plusieurs fois, une fois, il a testé le gant durant son entraînement de jeter de shuriken, et on peut voir que il l'a testé, il a vu que c'était pratique, mais il l'a enlevé. Il a quand même travaillé sans le gant, malgré qu'il a le gant qui peut lui permettre de jeter le shuriken vert, là, qui fait les demi-tours, qui fait vraiment des trajectoires intéressantes. Mais Sasuke lui a montré d'autres manières de pouvoir toucher ses cibles, et on voit que Boruto est dans l'effort, il est toujours quand même dans la persévérance et dans l'effort, on voit qu'il continue l'entraînement, malgré qu'il a l'outil ninja, il ne s'en sert pas, malgré qu'il trouve ça pratique. Et à la fin de l'épisode, je sais pas si vous avez remarqué, mais il prend le gant, et en fait on se dit ouais, il a un flashback avec Katasuke qui lui présente le gant et tout, et en fait c'est ce que je vous disais par rapport au dernier épisode. Boruto le fait par contrainte, il le fait parce qu'il veut assurer sa victoire. Même s'il serait capable de faire des prouesses sans le gant, il veut utiliser le gant, en fait c'est juste pour, en gros c'est sa carte maîtresse, il pense que c'est ce qui va lui permettre de gagner quoi qu'il arrive. Et en fait il va s'apercevoir que ce n'est pas comme ça, et on verra ça dans les prochains épisodes. Ça va être une morale qui va lui faire comprendre qu'il n'a pas besoin de ça pour devenir fort. Et d'ailleurs, Naruto est même ce symbole. Et c'est exactement le rapport avec la conversation qu'il a avec Sasuke. C'est que Naruto n'utilise pas de subterfuge. Naruto n'a pas choisi la facilité. Il a choisi au contraire le chemin le plus difficile pour être, à l'heure actuelle, Hokage. Donc là, on va arriver dans la grosse partie de l'épisode. Pour moi, celle qui vraiment est une mine d'informations. C'est la partie Otsutsuki. Avec dès le début, Urachiki qui va à la rencontre de Momoshiki et Kinshiki. Alors tout d'abord, non, je reprends parce que là je me suis emballé, ça y est, j'ai le cerveau qui commence à partir, là ça monte. Non, c'est pas ça. En fait, il y a Kinshiki et Momoshiki qui ont obtenu un parchemin déjà dans une des dimensions de Kaguya, la dimension de lave. On les avait vus dans la dimension de glace quand ils avaient affronté Sasuke, et on peut voir qu'ils arrivent à aller de dimension en dimension, ça on le savait déjà, mais à travers celle de Kaguya. Parce que Kaguya possédait 6 dimensions, enfin elle pouvait se déplacer dans 6 dimensions différentes. Et on peut voir que, je vous l'avais dit d'ailleurs lors des derniers épisodes, des dernières reviews, qu'il y avait une dimension de lave et qu'il y avait un espèce de palais ou de château au loin sur un espèce de volcan. Voilà, comme quoi qu'il n'y a rien de laissé au hasard. Et quand on les voit dedans, donc déjà on a une information, on sait qu'ils traversent les dimensions de Kaguya, ils trouvent un parchemin, le même, mais en miniature, on a l'impression que c'est un tout petit parchemin, le même que celui que Sasuke avait trouvé, et sauf qu'ils se désagrègent dans leurs mains, comme si que eux ne pouvaient pas le lire. Et d'ailleurs, ils l'ont dit que tous les parchemins qu'ils ont obtenus jusqu'à présent, donc ils en ont eu plusieurs, dans les différents rouleaux qu'on a trouvés, ils ont toujours été indéchiffrables. Ils n'ont jamais réussi à déchiffrer ces parchemins. Déjà, il y a encore une information, c'est-à-dire que eux, ils ont trouvé plusieurs rouleaux, et que dans tous les rouleaux qu'ils ont trouvés, ils n'ont jamais réussi à déchiffrer un truc. Donc c'est-à-dire que eux ne peuvent pas les lire, et on avait vu que Naruto avait envoyé ça à l'équipe de décryptage, et que Sasuke ne pouvait pas lire avec son Rinnegan. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose dans ces parchemins que quelqu'un a mis. Alors est-ce que c'est Kaguya, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a déposé ça dans les palais de Kaguya, à l'attention de quelqu'un, mais du coup, dans tous les cas, personne ne peut le lire jusqu'à présent. Vraiment, ces parchemins vont être pour moi
essentiel dans l'histoire de Boruto. Et il y a peut-être même une suggestion à faire. Parce qu'en fait, Urachiki apparaît à ce moment-là, et d'ailleurs, la première chose qu'il dit, c'est Momoshiki Senpai. Pour ceux qui ne savent pas, un Senpai, c'est, malgré que je pense que la plupart de ceux qui regardent Boruto savent ce que c'est, mais je préfère le réexpliquer au cas où. Senpai, en gros, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie et que Urachiki est l'élève de Momoshiki. Donc il lui doit le respect. Et en fait, le fait qu'il lui doit le respect, il l'appelle Momoshiki Senpai. Et d'ailleurs, on voit que Momoshiki avait envoyé Urachiki à la pêche aux informations. Alors, en parlant de pêche, ça tombe bien, parce que Momoshiki vient de Momotaro, qui veut dire garçon de pêche. Et d'ailleurs, sa référence de Momoshiki et Momotaro est très intéressante. Il y a vraiment quelque chose de très important dans la légende de Momoshiki, mais j'y reviendrai juste après. Et bah, Urachiki l'appelle, comme je le dis, Senpai, et c'est très important. Maintenant, Urachiki, justement, dit, j'ai trouvé quelque chose, et il commence à ouvrir une espèce de dimension vers la Terre, et il montre en fait la planète Terre, et du coup, Momoshiki découvre l'endroit où Kaguya était. Donc, il dit directement, c'est là le secteur que Kaguya, le secteur que Kaguya occupait. Donc il y va directement et Urachiki commence à balancer une tonne d'informations. Mais je sais pas si tout le monde a percuté. Urachiki vient de raconter l'histoire entière, en résumé, parce que c'est résumé, de Kaguya avec vraiment plein de détails. Mais vraiment plein de détails. C'est-à-dire l'histoire de Kaguya, qu'elle a eu 2 fils, qu'elle avait peur d'eux, qu'elle a créé une armée de Zetsu blancs pour se protéger d'eux, qu'il y a des réceptacles avec des personnes qui servent de réceptacles et qui nourrissent le chakra des démons à queue parce que le chakra de l'arbre a été divisé en 9 démons à queue. Il connaît les prénoms et les noms. Il sait qu'il y en a un que c'est Killer Bee qui l'a et qu'il a Hashibi et que l'autre c'est Naruto et qu'il a Kurama. C'est énorme les informations qu'il balance. C'est impossible qu'Urachiki soit au courant de ça sans avoir été sur Terre. Ou alors il y a des personnes sur Terre qui sont en relation directe avec les Otsutsuki, c'est obligatoire. Là vraiment il y a des théories de ouf à faire. Franchement c'était obligé, c'était obligatoire et moi je vous l'avais déjà dit depuis longtemps quand j'avais fait déjà la première vidéo sur Urachiki que c'était obligé qu'il avait une relation sur Terre ou qu'il était venu sur Terre avant Momoshiki et Kinshiki. Donc là les infos sont juste ouf. Franchement c'est énorme, il y a trop de choses, il faut vraiment bien trier, il y a vraiment beaucoup de choses que l'auteur nous montre déjà dès maintenant. Donc ça veut dire que ça nous montre un petit peu ce qui va se passer plus tard. On sait que les Otsutsuki vont être amenés forcément à revenir. Parce qu'il y a une autre information qui était importante, c'est Kinshiki qui l'a dit, c'est qu'il a dit en fait quand il a parlé de Kaguya, que Kaguya se protégeait de leur arrivée, il a dit donc c'est pour ça que le chakra ne nous a pas été envoyé. Donc ça veut dire que Kaguya était chargé de venir récupérer le chakra de l'arbre divin une fois qu'il aurait éclos et le ramener auprès du clan Otsutsuki, ce qu'elle n'a pas fait. Donc elle a trahi le clan, parce que comme Urachiki l'a expliqué, Kaguya s'est reproduit avec un habitant de cette planète, avec un être inférieur, comme ils appellent, parce qu'ils se sentent supérieurs. Et un jour, je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus. Ça monte, voilà ça. Moi, je vous le dis, j'ai le cerveau en fusion, j'ai le cerveau en fusion. Là, c'est vraiment hyper important. Franchement, cette phase-là est hyper importante, parce qu'en plus, elle n'était pas montrée dans Boruto The Movie, elle n'était pas montrée dans le manga. C'est vraiment quelque chose de rajouté, mais qui vient directement nous dire comment ça va se passer. Parce que ça veut dire qu'il y a d'autres personnes, pour ceux qui lisent des chapitres, et je ne spoilerai pas, comprennent ce que je veux dire, mais il y a forcément un lien, c'est obligatoire. Voilà, les informations sont données, maintenant ils décident directement d'y aller, ils perdent pas de temps, ils y vont directement, ils vont en direction de Killer Bee. Quand ils rencontrent Killer Bee, déjà il y a le malaise intersidéral de Killer Bee qui rappe devant les Otsutsuki qui comprennent absolument rien à ce qu'il dit, ça m'a fait taper une barre, le malaise. Ils ont même laissé un blanc dans l'animation, ils ont laissé un blanc, tellement le malaise il était intersidéral, c'était trop bien, franchement c'était trop bien. Ça a été un peu lourd quand même, parce que Killer Bee, il ne s'est pas pris au sérieux. Franchement, tu vois 2 êtres comme ça qui arrivent en volant, déjà, bon, il y a un problème. Et en plus de ça, tu sais qu'il est puissant. Mais d'ailleurs, même Hashibi lui a dit que ces deux-là, fallait peut-être pas les prendre à la rigolade. Et je trouve que ça a été un bémol parce que Killer Bee, certes, il est marrant, il rappe et tout, ça c'était marrant. Mais franchement, il aurait pu se battre vraiment parce qu'il ne s'est pas battu. Même si les Otsutsuki étaient supérieurs à Killer Bee, et ça c'est clair et net, mais il aurait pu essayer quand même un minimum de combattre. Et voilà, il n'a pas combattu du tout, il a plus subi. Et il y a plusieurs choses qui font qu'il a subi. Déjà, ils étaient en nombre, clairement, ils étaient plus forts, et Momoshiki, il a des techniques ultra pétées. L'œil qu'il a dans la main, qui absorbe toutes les techniques, ça, c'est un truc de ouf, les gars. C'est vraiment un truc de malade. Faut savoir une chose, c'est que Momoshiki est basé sur la légende de Momotaro. Momotaro, dans le folklore japonais, c'est un garçon. Alors déjà, Momotaro signifie garçon de pêche, donc c'est vraiment un lien par rapport justement à la récolte du chakra. Et également, dans la légende de Momotaro, il a été élevé par des enfants, par des personnes qui l'ont trouvé, justement. Dans la légende, donc ça, c'est une légende,
légende, hein, c'est une histoire inventée, mais vous allez voir que c'est basé sur une histoire vraie. Et en fait, dans la légende, Momoshiki était un garçon qui était vachement fainéant, vraiment il était fainéant, il était flemmard, et un jour il se décide d'aller chercher un peu de bois, et ça a été vraiment accentué, un petit peu de bois, et en fait il est revenu avec un arbre gigantesque. Et comme par hasard, dans Boruto et dans Naruto, le thème c'est les arbres divins. Donc comme quoi que c'est toujours lié, hein, il y a toujours quand même une nuance, il y a toujours quelque chose qui est lié, et c'est pour ça que je vous ai fait toutes les références concernant Urachiki, Momoshiki et Kinshiki. Et dans la vraie histoire qui date d'une vraie époque, l'époque d'Edo encore une fois, tout est basé sur l'époque d'Edo, de tous les personnages Otsutsuki sont basés sur l'époque d'Edo, des références, et bah par rapport à cette époque, faut savoir que apparemment Momotaro avait été envoyé après au combat pour combattre justement un démon, et c'était une guerre entre deux rivaux, entre deux clans rivaux. Ça me rappelle l'histoire de Kaguya justement, dans Naruto je parle, le seigneur du pays de Su, celui avec qui Kaguya s'est reproduit, donc le seigneur du pays de Su, était était le rival d'un autre pays, le pays de K. Et c'est vraiment très important. Je pense vraiment que ça, c'est un lien, je parle un lien subjectif, bien sûr, hein, pas un lien objectif dans le manga, mais c'est un lien subjectif. Peut-être que l'auteur s'est basé sur ses références pour pouvoir créer cette histoire, et donc c'est pour ça que je vous raconte tout ça. D'ailleurs, si on voit un screen des poupées de Momotaro, vous pourrez voir qu'il y a une énorme ressemblance, les oreilles de lapin, le voile, les chaussures qu'il a, sont vraiment en référence avec Momoshiki dans Boruto, c'est pour ça qu'il a ce voile, et c'est pour ça qu'il a ce design. Donc du coup, comme je disais, les pouvoirs de Momoshiki sont ultra pété, hein. C'est lui qui, clairement, à lui tout seul, il a défoncé Killer Bee d'un trait, et c'est assez important parce que ça montre vraiment la supériorité, et comme je vous l'ai dit, il a traité les êtres humains comme des êtres inférieurs. Ils ressentent le chakra, ils ont senti que plus loin, il y avait une autre masse de chakra plus importante, et bien sûr, il parlait de Naruto, d'où leur venue au moment de l'examen de Chunin. Cet épisode était un épisode de fou. Je vous invite vraiment à le re-regarder après la review que je viens de vous faire. Re-regardez-le avec les informations que je vous ai données, et vous allez voir que recoupez-les toutes et vous allez halluciner de tout ce qu'ils viennent de nous donner dans cet épisode. Pour moi, ça a été franchement un des meilleurs épisodes de Boruto, tout confondu. C'était juste bon. Très très bon. Le seul bémol que j'ai trouvé, enfin les deux bémols que j'ai trouvé, le fait que Killer Bee n'a pas du tout combattu contre le Otsutsuki, et deuxième bémol, c'est celui de la conversation entre Sasuke et Boruto. Je trouve qu'il a été un peu plus coupé que dans le film, et je trouve que dans le film c'était mieux expliqué. Maintenant, il fallait qu'il garde de la place peut-être dans l'animation pour justement montrer le reste, mais vraiment le plus gros bémol c'est celui de Killer Bee. Dans tous les cas, c'était franchement un superbe épisode. Je sais pas si j'ai tout dit, je pense avoir tout dit. Dans tous les cas, si j'ai oublié des choses, j'en suis désolé, mais voilà, il y avait vraiment beaucoup d'infos à prendre. Comme d'habitude, vous savez bien ce qu'il vous reste à faire, vous n'avez plus qu'à liker si vous avez aimé, partager si vous avez envie de partager, de faire progresser la chaîne, et puis surtout vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et comme d'habitude, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.